Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Arago Consulting Axis Odyssey sur le mode run. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être déjà en mode run, vous le préparez et vous n'êtes pas complètement serein, d'où l'idée de participer à ce webinaire. Donc, je vais me présenter. Donc, Amélie Berwex, je suis directrice générale du cabinet Axis Odyssey, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans tout le process Travel and Expense, principalement des grandes entreprises internationales. Qu'on accompagne dans la mise en place de leurs process, leur organisation, leurs outils, et puis dernièrement sur les phases après le déploiement. Et je suis accompagnée de Christophe. Bonjour, Christophe Von Platen. Donc, je pilote l'activité de Spend Management chez Arago Consulting. Donc, Arago est un intégrateur de solutions cloud de SAP, plus spécialement sur la partie HR avec SuccessFactors et aussi pas mal avec SAP Concur sur la partie notes de frais. Donc, on est 180 personnes et on a lancé depuis longtemps aussi cette activité de support sur la partie HR. Et depuis quelques temps, on a de plus en plus de demandes de nos clients aussi pour intégrer cette partie support au sein de nos activités. Donc, c'est un petit peu la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce qu'en fait le support intervient de façon un petit peu dissociée du mode projet? Donc, on a pensé intéressant de partager aujourd'hui avec vous pourquoi en fait on crée donc ce webinaire. Eh bien, en échangeant en fait pour regarder qu'est-ce qui pouvait être pertinent pour notre auditoire, on s'est rendu compte que le support au sein de nos clients est souvent vu comme un coût et pas forcément comme une opportunité. Et puis, on intervient beaucoup dans toute la phase projet, évidemment, de par nos activités. Et on est de plus en plus sollicité sur cet aspect-là, mais très tardivement, voire beaucoup trop tardivement. Donc, on s'est dit que voilà, un échange sur les bonnes pratiques pouvait être pertinent pour nos contacts. Et puis, après, il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que ça reste le point de vue de notre expérience. Donc, il y a des scopes qui sont être différents, des enjeux sur la partie géographique qui peuvent être différents, sur le scope fonctionnel. Donc là, c'est une première base, on va dire, d'échange. Mais n'hésitez pas à communiquer avec nous via le chat pour poser des questions qui sont peut-être plus propres à votre contexte, puisqu'on va le voir ensemble, on n'a pas non plus de réponses toutes prêtes, on a plutôt les bonnes questions à se poser. Alors Christophe, si tu veux nous dire un petit peu, c'est quoi les éléments où on s'est dit ce serait pertinent de pouvoir partager. Tout à fait. Donc les 5 points qu'on a arrêtés aujourd'hui dans l'agenda, mais libre à vous de poser, bien entendu, comme le précisait Amélie, des questions tout au long. Donc les 5 points, c'est qu'effectivement, on se rend compte, de par notre expérience, que la partie support est souvent traitée un petit peu en aval du projet. Donc, premier point vraiment à souligner, c'est d'anticiper autant que possible ce point-là. Centraliser ou pas en fonction effectivement de la couverture et du scope du projet, si vous êtes sur un multi-country ou uniquement sur différentes filiales. Enfin, chaque société est très particulière, donc on aura tendance à porter un petit peu l'accent sur la centralisation ou pas forcément. Gérer aussi la partie support vraiment comme un projet. Donc, on va voir qu'on va chercher à viser l'amélioration en continu de la partie support. Et justement, comme je le précisais, rester en mode projet, il y a pas mal d'éléments qui font que c'est un poste sur lequel il faut rester attentif et suivre les évolutions technologiques, projets, humaines qu'il peut y avoir autour de ce poste-là. Et enfin, le dernier point, c'est l'animation de la communauté. Donc, on reviendra un petit peu sur ce point un petit peu en complément. Alors, si on est sur le premier sujet, donc on avait dit l'anticipation. Alors du coup, Christophe, pourquoi on s'est dit que c'était le premier point qui nous est venu naturellement dans la préparation de ce webinaire, que anticiper, c'était quand même la clé, en fait, pour que le support puisse être fonctionnel derrière. Tout à fait. Moi, je vais parler avec mon expérience d'intégrateur, qui était beaucoup plus sur la partie en amont, conseil, audit, mais c'est vrai que nous, sur les parties projets, on reçoit les appels d'offres qui souvent sollicitent ou demandent des éclaircissements sur la partie run, build, mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas du tout d'anticipation de comment est-ce qu'on va gérer le après. Après le go live, qu'est-ce qui se passe, qui va le gérer, comment ça va être géré, quel est le coût, est-ce qu'on peut l'estimer? C'est quelque chose qui pour nous, lors en tout cas des kick-offs, est super important de mettre tout de suite en exergue pour le considérer. Nous, ce qu'on voit aussi quand on est sur des phases amont, parce que des fois on intervient plutôt même dans la phase de RFP, c'est qu'on doit beaucoup sensibiliser nos clients au fait d'intégrer cette partie-là.
et on a des freins qui sont à plusieurs niveaux. Alors, on a l'impression de gagner du temps à court terme au moment de lancer le RFP, et finalement, c'est un temps qu'on perd en fait sur la suite du projet, et donc a quand même un impact sur la mise en production, ou en tout cas le moment où tout est stable. On a des clients qui vont beaucoup se focaliser sur les fonctionnalités, sur les aspects techniques, et qui ne vont pas forcément décrire l'organisation qui va être en place. Ce qui fait qu'on a du coup plusieurs effets de bord qui vont se produire. Le premier, c'est que du coup, quand il y a des zones d'incertitude, finalement, les prestataires qui sont sollicités dans le RFP ne vont pas mettre leur meilleure offre non plus, parce qu'en fait, ils estiment qu'il y a quand même une part de risque derrière en termes de gestion du support, et donc potentiellement de risque de charge de travail sur l'humain chez eux. Donc, ils ne vont peut-être pas jusqu'au bout de la démarche. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire en fait, l'organisation va rester la même. On change d'agence, on change d'outil, on fait évoluer peut-être un petit peu le scope géographique, mais en fait, l'organisation est déjà en place, elle ne bougera pas. Et en fait, on se rend compte que quand on a cette posture-là, la plupart du temps, l'organisation, elle devrait bouger, et en fait, elle bouge trop tard. Et donc, tout est bien géré d'un point de vue projet, mais c'est au moment où on passe le relais à l'organisation qui est en run qu'on se rend compte qu'en fait, ce sujet-là aurait dû être adressé. Et comme il s'adresse à de l'humain et à du changement, forcément, ça prend du temps, et ça prend du temps qui aurait dû être anticipé avant. Je ne sais pas si tu partages aussi. Tout à fait. Il y a juste un point sur lequel je reviendrai, Amélie, qu'on avait discuté encore pour préparer ce webinaire, c'est la partie aussi de la gestion du support sur la partie travel ou sur la partie note de frais qui est très différente. Parce que je pense que la partie travel, il y a l'impact de l'urgence généralement pour la personne qui se trouve à l'aéroport, qui a besoin de support immédiat, alors que sur la partie note de frais, cette notion d'urgence peut être peut-être un peu différente. Donc, à anticiper avec deux modèles peut-être qui peuvent cohabiter. Complètement. Et puis, on va faire des préconisations très différentes si on n'est que sur de la note de frais, ou s'il y a un scope beaucoup plus global. Ouais. C'est vrai que nous, on intervient plutôt sur des scopes globaux, et plus sur la partie note de frais. Comme tu disais, il y a une notion d'urgence, en fait, sur la partie voyage. Et puis, il y a une complexité métier qui est beaucoup plus importante. On est beaucoup moins sur de l'outil et beaucoup plus sur des problématiques qui vont être liées à du process et au fait que tous les systèmes sont très interconnectés et tous évoluent très vite. Donc, il y a une complexité sur la partie travel qui doit être, j'ai envie de dire, encore plus anticipée que sur la partie expense. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, on oublie parfois qu'il y a aussi des partenaires à l'extérieur qui peuvent être sollicités sur le support. Je pense notamment à l'agence de voyage. Et que si on ne l'a pas mandaté dès le démarrage sur cette partie-là, une fois qu'on a négocié tout le reste du contrat et qu'on demande à rajouter du support parce qu'on le traite au bout d'un moment et puis que ça peut faire sens, du coup, la prestation ne va pas du tout être au même tarif et on n'a pas du tout le même levier de négociation que si on était au tout démarrage du RFP. Donc, s'il y a bien une chose à retenir de ce point d'anticipation, c'est de prévoir vraiment le plus tôt possible, dès que vous êtes en réflexion de la mise en place d'outils, de penser à la partie support quelque part déjà. Alors, il y en a qui vont nous dire, le truc, c'est que si on commence à s'adresser à cette partie-là, qu'on regarde qui fait quoi dans l'organisation, on va devoir impliquer d'autres départements. L'organisation peut être très hétérogène aussi en local. On aura peut-être des fois un contact qui est finance, un contact qui est RH, des fois personne, avec des niveaux aussi très différents. Et donc, du coup, les gens ont cette sensation que ça va faire perdre trop de temps parce qu'on va devoir embarquer trop de monde. Il faut savoir que quand on dit anticiper, ce n'est pas traiter le sujet de A à Z intégralement. C'est au moins de déterminer qu'est-ce qui est local, central, et qu'est-ce qui va être interne, externe. Le reste peut continuer à se construire, évidemment, tout au long du projet. On a un exemple de sujet qu'on traite typiquement pendant les phases de cadrage et de RFP. De notre côté, quand on est sur un projet international, en règle générale, on a toute une phase de vente interne auprès des filiales, des autres pays, etc. Souvent, en fait, l'organisation cible, on la présente comme faisant partie du package du projet. Donc, on va leur dire, vous avez tel gain attendu, tel gain en termes de service, mais de l'autre côté, vous allez avoir des coûts d'implémentation de projet, mais aussi des coûts d'organisation si vous ne les avez pas déjà en place. Et ce qui fait que le fait que ce coût soit à cette étape-là du projet va faire qu'il va passer beaucoup mieux et va sécuriser les gains surtout. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir annoncé un ROI et puis de se rendre compte un an plus tard que la filiale n'a pas de ROI, mais parce qu'elle n'a pas mis en place la bonne organisation pour que ça se fasse. Tout à fait. Donc voilà pour la partie anticipation. Donc, peut-être, oui, passer à l'autre slide. Donc, le prochain point, c'est centralisé ou pas. Donc, nous, effectivement, on a beaucoup de clients qu'on déploie sur des scopes multinationaux, différents continents.
Donc, centralisé ou pas, la question vient des différences de time zone, de décalage horaire. Voilà, bref, et aussi d'outils qui sont avec des cultures et des outils et des cultures qui sont différentes, des besoins qui peuvent être différents, toujours en prenant en compte la partie travel ou la partie expense qui est à considérer, est-ce que vous la mutualisez ou pas. Après, maintenant, il y a à prendre en compte effectivement qu'on est souvent sur des solutions qui sont des solutions SaaS, cloud, qui permettent très facilement d'être déployées de façon globale, qui, quand on va aussi avoir à personnaliser ces besoins de réponse et de recherche de support, on peut le faire assez facilement aujourd'hui avec une équipe qui sera centrale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment à adapter en fonction de votre entreprise, des ressources que vous avez et du scope géographique que vous avez déployé. Dans l'aspect culturel, il y a un point à prendre en compte qui est important, et qui va être propre à chaque entreprise, hein, ça va être la perception des projets groupes. Nous, on voit une grosse différence entre les situations où finalement ce projet Travel & Expense fait partie des premiers projets groupes qui sont implémentés. Et donc là, il y a toute une partie d'habitudes, de réflexes qui ne sont pas forcément en place. Donc le projet est d'autant plus scruté, y compris sur l'après-projet, pour savoir du coup comment se déroule un projet groupe, parce que ça ouvre la voie pour les projets suivants. Donc, du coup, il y a vraiment un impact image très important à bien définir où se situe cette phase de support, et pas que outils, hein, mais même support, même au sens plus large, opérationnel sur tout le process, parce que c'est ce qui va donner un peu l'exemple pour la suite. Donc, on va avoir des clients chez qui ça ne tombe pas sous le sens quand on fait le projet en centrale, mais en local, ils vont estimer que si le projet est groupe, alors la maintenance, le suivi derrière doit aussi être groupe. Ça fait partie du package quelque part. Si le projet est imposé, c'est normal que ce soit centralisé sur la suite. Donc, ça ne veut pas dire que ça doit être le cas, mais en tout cas, il faut absolument prendre en considération cette perception que les gens vont avoir en local du projet, parce que ça peut générer beaucoup de frustration. Donc, on a ce premier point. Et puis, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a quand même sur le travel, peut-être moins sur l'expense, mais sur le travel, il y a un gros besoin de proximité. Parce que finalement, il y a cet aspect urgence. Donc, on se voit mal parfois psychologiquement appeler quelqu'un en centrale qui n'est pas forcément sur le même fuseau horaire, qui ne parle pas la même langue, etc., pour un problème opérationnel. Donc, le premier relais est souvent en local quand même. Un premier relais qui va expliquer soit la navigation outils, soit les règles sur la politique locale, etc. Et ça peut être soit l'agence, soit un relais en interne. Par contre, dès qu'on est sur de l'expertise, dès qu'on est sur coordonner les différents acteurs, l'agence, l'éditeur, une politique groupe, là, très rapidement, dans les organisations, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie nécessité à centraliser ces aspects-là, parce qu'en fait, en local, les gens bougent trop. La plupart du temps, ils ne sont pas à temps plein sur les sujets, et aller développer une expertise sur toute cette partie travel est très coûteuse en interne. Donc, si elle doit être démultipliée par le nombre d'interlocuteurs en local, on peut atteindre des coûts assez importants qui sont moins importants s'ils sont centralisés. Donc, point important, tu parles d'agilité. C'est vraiment en fait de pouvoir benchmarker peut-être avec des sociétés un peu similaires aux vôtres, voir qu'est-ce qu'elles ont fait, le retour d'expérience. C'est vraiment, il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment de l'adapter et de la garder en permanente évolution aussi. L'agilité, c'est aussi accepter que peut-être en fonction de vos scopes, de la taille des entités en local et de leur vision du projet groupe, elles n'auront peut-être pas tout de suite la même organisation. Vous avez peut-être un scope où vous avez quelqu'un de très sachant sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer au démarrage. Il faut accepter dans ces cas-là de décentraliser un peu pour que la charge puisse être aussi en local. Et peut-être que dans le même temps, vous allez avoir des scopes sur lesquels il n'y a personne. Il va falloir faire monter plus en compétence les gens, investir plus de temps, même si le scope est peut-être moins stratégique, pour que l'organisation aille vers quelque chose de plus standard, mais que vous preniez en compte la marche à franchir au démarrage. Par expérience, Amélie, avec tes clients, tu vois de plus en plus le support qui peut être internalisé ou externalisé, ou c'est un mix, ou tu vois une tendance? Alors, il y a un mix. On a des sociétés où il y a déjà des sachants, historiquement. Ce qu'on voit par contre, c'est que quand les sachants en question, surtout en centrale, ils partent, là, la question se pose d'externaliser. Soit une partie vers l'agence, soit vers des sociétés comme les nôtres, parce qu'en fait, cette expertise, elle est coûteuse. Elle est coûteuse à développer, et puis on se rend compte que pour être au fait de tout ce qui se passe, pour être sûr de proposer quelque chose de plus optimum, sans cette connaissance du marché, ces benchmarks un peu perpétuels, finalement, on n'avance pas assez vite. Donc, du coup, l'externalisation, c'est parfois une façon
capitaliser sur ce qui se fait ailleurs et pas uniquement finalement sur ce qui se fait au niveau de l'entreprise. Une belle transition pour la slide suivante. C'est effectivement ça, en fait, c'est chercher, tu le mentionnais un petit peu, c'est voilà, ça évolue, les outils vous-même évoluer. En fait, moi, on voit beaucoup chez nos clients, c'est juste après le go live, il y a effectivement une grosse demande de tickets ou une soumission de tickets pour du support, et très rapidement, au bout d'un an et demi, on voit le chiffre qui se réduit de façon très importante. Donc, gardez aussi vraiment en tête que le support, c'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment quelque chose, on le voit, nous, il le propose à nos clients, c'est quelque chose qui évolue très vite. Donc, au départ, on parle de KPI, on parle de SLA, maintenant, on parle de SLO. Donc, on va sur des vraiment. SLO, on va descendre sur des services level d'objectifs et non plus de SLA où on va avoir des volumes très importants où il faut les avoir. Sur les SLO, sur des chiffres qui vont être plus faibles, mais avec beaucoup plus de flexibilité. Donc, avec des demandes qui vont aussi devenir un petit peu plus simple et moins complexe et moins nombreuse. Donc vraiment, cette amélioration continue, elle est d'un point de vue humain, d'un point de vue structure du support. Et après, sur le benchmark, sur les outils, sur le travel, c'est encore plus différent. Donc, je te laisse peut-être un peu le préciser, peut-être. Alors, sur la partie travel, oui, ça peut être un peu plus différent. Cette partie amélioration continue, elle est même exacerbée parce que ça avance, j'ai envie de dire, 10 fois plus vite que la partie note de frais, et qu'en fonction du scope qu'on a et des partenaires, il y a énormément en fait d'évolutions de fonctionnalités, de changements aussi technologiques, etc., ou même de business model. Et nous, ce qu'on se rend compte souvent chez nos clients, qu'on commençait quand même à mettre en place au moins une chaîne de support et puis un suivi quand même, qui ont essayé de mettre en place des choses. On s'est dit surtout, il y a un énorme potentiel de valeur qui est complètement sous-exploité. Parce qu'à un moment donné, souvent, on va considérer que l'amélioration, elle est pérenne quand on a une organisation où on arrive à suivre les demandes des utilisateurs. Et en fait, souvent, on s'arrête à cette étape-là. Et finalement, si on n'est pas non plus capable de regarder comment améliorer les choses, comment mettre en place des nouvelles fonctionnalités, sans forcément tout revoir, hein, et comment aller plus loin, par exemple, dans la communication vers le voyageur pour éviter le nombre de tickets en amont, finalement, il y a tout un potentiel de valeur qui part. Et puis, plus le temps passe, plus on génère des tickets, finalement. Et donc, on se rend compte au bout d'un moment que quand on est uniquement sur du support utilisateur, l'entreprise, elle a la sensation que si elle ne change pas ses partenaires, elle n'arrivera plus à nouveau à créer de la valeur. Et on a parfois eu des clients, par exemple, qui nous disaient qu'il faut absolument changer l'agence ou changer l'outil. Et puis, on s'est rendu compte en faisant un audit que la problématique était soit sur des choses qui n'avaient pas forcément évolué en interne, soit parfois sur des fonctionnalités nouvelles qui existaient, mais qui n'avaient jamais été implémentées. Parce que peu de contact avec les partenaires ou pas les bonnes personnes en interne pour aller proposer des évolutions et du suivi. Ou alors, s'arrêter aussi à l'étape de dire la satisfaction est correcte, on arrive à suivre les demandes des utilisateurs, tout le monde est content, il ne faut pas faire de vagues. Ça, c'est un petit peu le point qui ressort régulièrement. Et puis finalement, on se rend compte qu'on pense que tout est stable, mais on n'a aucun KPI ou suivi pour s'assurer que c'est le cas. Et peut-être que si on en avait, on se rendrait compte que 50% des problèmes viennent d'une qualité de données sur les profils, et puis que si on adressait ce sujet, finalement, la personne au support, elle passerait peut-être 50% de moins de temps, et qu'elle pourrait travailler plus sur de la com utilisateur, sur les formations des nouveaux, etc. Donc, il y a un vrai cycle d'amélioration continue à mettre en place et qui ne se fait pas tout de suite. Parce qu'on a aussi des clients qui définissent inversement une chaîne de support où dedans, ils veulent traiter tout de suite des modifications et des améliorations. Or, ce qu'on voit, c'est que la première étape, c'est assurer le support utilisateur, réduire le nombre d'insatisfactions, de tickets, de sujets chauds qui sont à traiter pour faire une place derrière aux modifications et à l'amélioration. On ne parle pas de formation, tu penses aussi, on parle souvent là du end user. Après, il y a aussi la partie support, peut-être un petit peu pour le travel manager, pour le back office. Est-ce que c'est un manque de connaissances pour eux ou est-ce que c'est peut-être un manque de formation, quelque chose qu'on peut améliorer aussi peut-être de notre côté ou soit pendant la phase Alors, il y a toute une continuité à prévoir avec le mode projet, clairement. C'est qu'il faut identifier la bonne organisation, les bons contacts pour que le suivi avec le mode projet soit fluide. Souvent, on a le projet se termine, l'équipe projet, d'ailleurs agence, éditeur, consultant, intégrateur, est mandatée pendant 2 ou 3 semaines, le temps de sécuriser. Donc là, on est vraiment que sur l'urgence. Et puis ensuite, on passe le relais à une autre équipe.
Et cette autre équipe, en fait, beaucoup de choses a changé pour elle, si c'était la même. Et il n'y a pas toujours une transition fluide, dans le sens où on a formé, mais former ne veut pas dire accumuler de l'expérience, voir des cas de figure précis. Et donc, nous, souvent, ce qu'on préconise, c'est faites intervenir les équipes qui vont suivre le run le plus tôt possible dans le projet, voire même commencer à les mobiliser pour la phase de test, commencer à les mobiliser pour la partie change, pour devoir animer les formations, pour devoir expliquer. Parce que plus ils vont devoir être face aux utilisateurs tôt, plus ils vont s'approprier en fait les sujets et être à même de faire leur travail efficacement. Donc, il y a une vraie continuité entre le projet et le run qui est vraiment à gérer et qui, à mon sens, aujourd'hui, est souvent sous-estimé. D'accord. Donc, on a parlé un petit peu d'anticipation, on parle beaucoup de projets, donc peut-être effectivement le point 4, c'est d'intégrer, en fait, rester en mode projet, donc effectivement de prendre le temps de bien le construire en amont, quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs, quels sont les besoins et quelle flexibilité allez-vous donner à l'évolution en fait du support sous sa forme technologique, humaine et projet. Alors ça, c'est le point clé. Souvent, on se rend compte que on va traiter le run après le projet comme une chaîne de support informatique. Ça, c'est je pense que c'est le pire scénario qu'on voit chez nos clients. Ils se disent, en fait, ce qu'on a implémenté principalement, c'est un outil. Donc, du coup, on va mettre ça sur le helpdesk informatique, même numéro que d'habitude. Et puis, on se rend compte que très vite, ce helpdesk est complètement court-circuité parce que comme il fait uniquement passe-plat pour aller retransmettre les informations, les demandes à quelqu'un d'autre, les gens ont pris l'habitude de s'adresser directement aux autres personnes. Et donc, du coup, tout le suivi de KPI qu'on met en place pour s'assurer qu'on suit quels sont les problèmes, il est complètement court-circuité parce que tout d'un coup, c'est des échanges de téléphone, c'est des emails, etc. Et donc, un point qui nous semble important, c'est que finalement, le domaine évolue tellement vite, il y a tellement de changements au niveau des connexions entre les systèmes, au niveau même des changements de tarification sur les compagnies aériennes, par exemple, peuvent avoir des ramifications tout au long de la chaîne. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus sur des sachants dans un contexte qui évolue de façon perpétuelle. Et il y a tout un tas de réflexes et d'organisations qui sont propres au mode projet qui doivent perdurer sur le run. Et donc, de façon très concrète, ça veut dire je mets en place une nouvelle fonctionnalité, il y a un planning, il y a une équipe, il y a des objectifs à atteindre. Le run, quels sont les KPI à mettre en place? Qu'est-ce que je vise? Je vise un taux de online? Est-ce que je vise un taux de satisfaction client interne? Il y a tout un ensemble d'éléments en fait qu'il faut préciser dans les objectifs. Et puis après, c'est des choses toutes bêtes du type on ne traite pas des tickets en perpétuel. Il y a aussi des instances de suivi. Il y a une équipe à monter. Par exemple, ce qu'on voit chez pas mal de nos clients chez qui ça fonctionne très bien, ça va être tous les trimestres, j'ai un point avec mon référent process finance, mon référent process IT, mon référent process HR, sécurité, achat, etc. Et j'ai du coup un espèce de groupe de travail autour d'un business process owner, généralement, qui est souvent côté achat, mais qui peut être n'importe où, en fait. Et il y a une vraie communauté, en fait, qui s'instaure autour du travel management et de l'expense, et qui ne va pas traiter que des sujets outils, qui va parler des nouvelles politiques achats, des nouvelles politiques RH, des formations nécessaires, de l'organisation interne, et qui va permettre d'identifier des plans d'action d'amélioration en parallèle du suivi du support sur tout ce qui va devoir être amélioré en fait sur généralement l'année suivante, un peu en mode glissant. Et si cette organisation ne se met pas en place, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre dans l'entreprise, en fait, on va juste traiter du support utilisateur outil, mais on ne va pas traiter tout le reste. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le process est stabilisé et qu'il y a moins de problématiques outils, finalement, ça ne devrait prendre pas plus de 50% du temps des personnes concernées. Tout le reste, ça doit être de l'évolution, la coordination d'acteurs pour que les tickets aillent plus vite, s'assurer que les politiques redescendent bien jusqu'aux voyageurs ou aux bookers, en fonction des cas de figure, ou aux valideurs pour la note de frais. S'assurer que les bonnes personnes sont formées aux bonnes étapes. Donc, tous les principes de base d'une gestion de projet doivent être pris sur la gestion du support. Tout à fait. Oui. Est-ce que c'est l'organisation que vous avez en place? Oui, tout à fait. Mais je reviens juste sur un point qui mentionne effectivement qu'on va se déporter sur la partie projet, mais effectivement, cette partie support peut aussi être quand même une partie où on peut intégrer un petit peu de maintenance. Donc, on voit aussi nos clients qui apprécient en fait cette flexibilité de faire du support, mais aussi quelque part un petit peu de maintenance, ce qui évite d'aller recontacter
l'éditeur de rouvrir un dossier. En termes de temps, de réactivité, c'est vrai que c'est aussi un aspect qui est pas mal apprécié. Et le point sur lequel j'insiste encore, sur les solutions cloud qu'offrent les différents prestataires de solutions Travel and Expense, on voit effectivement de plus en plus en fait une capacité à évoluer très rapidement le support d'une structure assez importante au départ et de vraiment trouver une flexibilité pour faire évoluer aussi la mise en place du service dont vous pouvez bénéficier. Donc il y a une vraie flexibilité sur la partie support. On a tendance à penser que c'est quelque chose de très figé, alors qu'au contraire, on peut être vraiment malléable. Complètement. Ce qu'on voit dans les bonnes pratiques concrètes aussi, c'est que ça marche mieux aussi quand on arrive sur cette équipe de gestion du support au sens large, à avoir aussi une partie gestion opérationnelle des contrats. C'est souvent quelque chose dans le travel qui est pas forcément toujours mené par les achats, parce qu'on est sur des types de contrats qui sont quand même assez complexes et chronophages à suivre. Et on se rend compte qu'en fait, ceux qui vont avoir la connaissance pour aller piloter opérationnellement ces contrats, donc agences, éditeurs, etc., sont beaucoup plus sur cette cellule de support améliorée plutôt que parfois côté achat. Et donc, ce qu'on se rend compte qui fonctionne bien, alors ça peut être une coordination ou une participation, en tout cas à ces pilotages, c'est d'avoir les équipes qui suivent aussi tout ce qui est support et amélioration continue, qui soient présentes au business review avec les différents partenaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, ça va être l'acheteur qui va être dans les business reviews de l'agence ou de l'éditeur, alors qu'en fait, cette partie cellule support et travel management devrait être impliquée parce que finalement, la performance du fournisseur, elle n'est pas uniquement que sur le suivi des dépenses et des économies, elle est aussi sur quel coût caché ils évitent à l'entreprise parce qu'ils sont réactifs pour traiter les tickets, parce qu'ils proposent des nouvelles fonctionnalités, des solutions. Et comme c'est généralement cette cellule support qui va gérer l'implémentation et qui va gérer le déroulé derrière, c'est important en fait d'être une partie active de ce pilotage. Voire même, on a pas mal de cas de figure où c'est cette cellule-là qui est en charge du pilotage opérationnel des contrats et qui va s'assurer que les SLA ou SLO, en fonction des cas de figure, sont respectés et qu'en tout cas, il y a des plans d'action pour forcer aussi les partenaires à être dans l'amélioration continue. Quelque chose d'important qui est lié au mode projet, c'est que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est interne à l'entreprise. Là, on parle d'une gestion du support qui est multi-acteur. Ce qu'on va attendre en fait en cible, c'est une coordination de l'éditeur, de l'agence, de tous les autres contrats qui sont en place et de faire la coordination avec ce qui est attendu en interne, à la fois des voyageurs, mais aussi des enjeux de l'entreprise. Si tout d'un coup, l'entreprise a des enjeux très forts, par exemple sur la RSE, sur le calcul de l'empreinte carbone, c'est à cette cellule-là de mettre en place tout le nécessaire pour bouger les différents acteurs et toute la chaîne de ce qui est en place pour s'assurer que l'entreprise accède à ses objectifs. Parfait, merci Amélie. Un autre point qui nous semblait intéressant, c'est vraiment l'animation de la communauté. L'humain rentre aussi en ligne de compte de temps en temps. Beaucoup. Beaucoup même. Donc là, tu parles d'animation de communauté, c'est vraiment effectivement en fonction du profil, de ce qui a été mis en place dans la société, d'avoir cette communauté en place et de l'animer. Donc. Oui, ça c'est le point, je pense, le plus important à long terme. Au début, il n'est pas forcément aussi stratégique parce que je pense que l'entreprise a besoin, que ce soit internalisé ou externalisé, elle a besoin de maîtriser en centrale l'ensemble de son scope pour identifier où est-ce qu'elle doit investir pour être en support aux locaux. Et comme je le disais précédemment, vous allez peut-être vous rendre compte dans votre organisation qu'il y a un scope, vous le prendrez toujours en direct. On a un compte aujourd'hui pour qui on gère le support. On se rend compte que ça a commencé à bien fonctionner quand on s'est dit, dans telle entité ou tel pays, j'ai les bons relais en locaux, je vais faire le maximum pour qu'ils puissent faire leur job parce qu'ils ont à la fois la capacité, la charge de travail disponible, etc. Et puis, il y a des entités, on sait que ça ne le fera jamais. Voilà. Et on sait que du coup, sur ces entités, il y a beaucoup plus de choses qui vont revenir en centrale. Mais donc, à court terme, il faut juste faire en sorte que ça marche. La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'on réduit le nombre de tickets et de demandes et qu'on est beaucoup plus sur de l'évolution continue. Et en fait, la réduction de ces tickets, au bout d'un moment, on va se rendre compte que sans avoir un réseau de sachants et une vraie communauté au niveau de l'entreprise, on atteint un plafond. Et donc, j'ai beaucoup de clients qui vont rester à ce plafond-là. Ça va être suffisant pour eux, parce que l'organisation en local fait qu'ils ne pourront jamais avoir de relais. Donc, tant pis, ça a été nécessaire de centraliser. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises où on se rend compte que
le rôle de référent local, qui peut être soit sur une région, soit sur un pays, soit parfois par entité. Dernièrement, on a rencontré une entreprise qui nous expliquait que le groupe en centrale avait un réseau de 300 référents. On dit 300 référents, c'est une vraie animation de communauté. Imaginez le potentiel qu'il peut y avoir derrière en termes de développement de valeur, à pouvoir s'appuyer sur 3 personnes qui connaissent un minimum ce qui se passe en local. C'est énorme. Donc, on se rend compte quand même que ce rôle d'un peu de référent, quel que soit le nom qu'on lui donne, il devient clé pour faire mieux. Et ça veut dire que cette communauté de référents, non seulement elle doit être identifiée, mais surtout elle doit être animée. À un moment donné, on ne peut pas juste dire en local, on a besoin d'un référent qui va traiter tel et tel sujet dans un environnement hyper mouvant et on ne va rien faire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des étapes qui se font petit à petit. La première, ça va être mettre en place des documentations centralisées. On a un client, par exemple, qui a mis en place des espèces de sphères ou de SharePoint améliorées qui va permettre à tous les référents de pouvoir communiquer entre eux, d'accéder à toutes les documentations, alors pas que ce qu'on trouve sur l'intranet, mais les différentes politiques, des mock-up outils, des choses qu'ils auront juste à copier-coller pour aller transmettre en local. Ça peut être aussi des dashboards qui vont leur permettre de dégainer très rapidement des KPI importants sur leur scope dès qu'un sponsor en local va les demander. Donc, tout ce qui va faire que vous allez pouvoir vous appuyer sur le référent local pour faire le job à votre place. Et c'est ça qui va permettre aux centrales de se libérer du temps pour être force de proposition, en fait, derrière, pour faire évoluer d'autres sujets, implémenter d'autres projets. Amélie, je reviens juste sur un point. On voit en fait, qui est en charge, quels sont les profils qui vont faire ce support. Soit tu as des très grosses structures qui ont leur service center dédié, etc. Après, nous, Alors, on voit plusieurs beaucoup pour les notes de frais, on voit souvent que c'est à la finance, quelqu'un de la Alors, finance. quand on est sur un scope global, nous, on voit beaucoup plus soit les achats, soit l'IT. Alors, les achats, parce que finalement, on se rend compte que quand le scope est global, la complexité, en termes de proportion, elle est tellement côté travel que intégrer une partie note de frais est une marche à franchir qui est moins compliquée. Alors que quand on a un lead côté finance sur l'ensemble du scope, c'est très compliqué d'avoir un sachant parfois côté finance. Alors, des fois, il se trouve dans l'entreprise que, ça nous arrive dernièrement, il se trouve que dans l'entreprise, la personne côté finance est peut-être très sachante sur la partie travel, parce qu'elle n'a pas eu le choix et qu'il a fallu s'y mettre, et puis que ça l'intéresse, par exemple. Donc là, tant mieux. Je disais tout à l'heure, on n'a pas d'idée préconçue sur qui doit porter le process ou qui doit porter le support. Parce que si c'est la finance avec les bons interlocuteurs, tant mieux. Si c'est côté achat, parce que usuellement c'est comme ça dans l'entreprise, tant mieux. Ce qui est important, c'est que quel que soit le département en lead, il doit aller fédérer autour de lui les autres. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose qui est que achat ou que finance. OK, c'est peut-être porté par les achats, mais ce qu'on va toujours préconiser, c'est qui est ton référent et ton décisionnaire finance, qui est côté RH, qui est côté IT. On voit côté achat ils vont plus facilement externaliser quand ils se rendent compte que le rôle de l'acheteur, c'est pas d'être à temps plein sur de la coordination de référents locaux, de coordination de contrats, c'est vraiment d'être le pilier de négociation et que l'acheteur a besoin de s'appuyer sur des sachants et un prescripteur interne. Et finalement, on joue parfois ce rôle de prescripteur interne parce que l'acheteur ne peut pas être sur les deux en même temps. Voire même parfois, c'est compliqué d'avoir les bons acheteurs qui vont aussi accepter de faire du bon travel management. Le double casquette n'est pas évident. Et puis des fois, on va être mandaté par la partie IT parce qu'au départ, c'est eux qui vont porter le sujet. Et puis plus ils vont avancer, plus ils vont se rendre compte que à terme, 80% des sujets, c'est du métier. Et du métier sur lequel, du coup, ils n'ont pas toujours d'interlocuteur en interne. Donc c'est là où, du coup, nous, on va jouer un rôle complémentaire, alors qui peut être internalisé ou pas, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, nous, on est plutôt achat ou IT. Et vous, plutôt finance. Nous, souvent finance ou service center, oui, effectivement. Après, ce que je disais, c'est que l'important, c'est de fédérer cette communauté à la fois en centrale et en local, de dire aussi au référent local, tu ne vas pas travailler tout seul. Pour certaines décisions, tu vas avoir besoin d'identifier dans ton entité qui est ton support, finance, RH, etc. Ça se décline aussi au niveau de chaque entité ou chaque pays. Et ça veut dire aussi s'assurer que tout n'est pas fait en doublon. On voit souvent à terme, quand l'entreprise est très mature, qu'il y a aussi beaucoup de liens qui se font directement entre les sachants. Votre objectif est de centraliser pour éviter les doublons de tâches et s'assurer que c'est pérenne. Mais si les gens peuvent s'entraider directement entre eux parce que le sachant de l'Allemagne est très proche du sachant du UK parce qu'ils se connaissent, tant mieux. C'est toujours ça en moins, en fait, en centrale. Donc, il y a aussi l'animation de cette communauté. Elle permet de ne pas être dans quelque chose de trop pyramidal,
où tout revient en centrale pour être redescendu. Plus vous arrivez à faire en sorte que les gens se connaissent et se côtoient sur des problématiques similaires, plus ils vont s'entraider entre eux. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que les gens essayent de regrouper ces référents locaux, parfois d'ailleurs sur des journées en physique, hein. Ils essayent de mutualiser avec d'autres sujets, mais de regrouper ces référents locaux au moins une fois par an, si ce n'est 2 fois, pour échanger sur leurs problématiques, qu'est-ce qui doit être traité en priorité selon eux, les retours des enquêtes de satisfaction qui doivent être faites au moins une fois par an, pour déterminer ensemble des plans d'action. Et plus ces gens vont être fédérés autour de ce projet commun, plus ils vont libérer naturellement de la charge de travail et de l'efficacité pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, les inclure le plus tôt possible dans la phase projet, en fait. C'est ça. Et puis les impliquer pour qu'ils soient le plus sachants possible. L'étape ultime, c'est de s'assurer que ces personnes-là, elles font bien le relais entre vos politiques groupes, parce que c'est aussi ça l'enjeu à terme, et ce qui se passe en local. Et c'est là où ça va bien au-delà du support. On le voit dans une entreprise qui est très, très évoluée, hein, sur toute cette gouvernance après le projet. Non seulement, je pense qu'il y a des nouveaux projets gérés en interne tous les ans, mais en plus, il y a une capacité à décliner à l'international des nouveaux contrats au niveau achat qui est absolument faramineuse en termes de délai. Là, j'ai souvenir d'un changement de carte logée sur une trentaine de pays. En moins de 2 mois, tout était mis à jour dans les systèmes et tout avait été modifié. Je pense que dans un scope où il n'y a pas cette animation de communauté et ce type de réseau, c'est une charge de travail énorme en centrale pour décliner ces nouveaux contrats. Donc des économies potentiellement beaucoup plus tardives. Et puis surtout une charge de travail importante. Puis un risque, des risques importants de perte de l'information, du savoir. Ou de contrats qui ne s'appliquent pas. Ouais. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'interlocuteur, parce qu'on a trop de temps pour l'expliquer, etc. Donc là, ça veut dire que l'animation de communauté que vous mettez en place quand vous faites un gros changement, c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer plus tard quand vous allez faire des nouveaux changements. Cette communauté, elle va rester identique si vous changez d'agence de voyage, si vous changez d'outil. C'est la communauté sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer par la suite. Parfait, je vois le temps qui passe. On va peut-être vouloir laisser un petit peu de temps, mais avant de laisser un petit peu de temps à des éventuelles questions, ce serait de finaliser et de faire un petit résumé en fait des points importants. Donc pour toi, il y a Amélie, je crois que tu l'as bien signalé, il y a effectivement que ce n'est pas un support IT, c'est vraiment important, ou quoi ça pourrait l'être, mais en fait, c'est une brique. Le considérer différemment. On a considéré l'humain aussi à placer très rapidement les sachants, le référent, avec un rôle important. Et puis, à mes yeux, le plus important, c'est vraiment de le garder comme un projet perpétuel qui va évoluer et pas le garder comme quelque chose de figé. Je ne sais pas si toi, tu as... Si, on le voyait dans les discussions, on se disait, voilà, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé sur ces offres de services malgré nous, parce qu'en fait, ce n'était pas dans les stratégies initiales de nos entreprises. Et finalement, un des éléments au-delà d'expertise, c'est vrai que ça a été le fait que finalement, ce mode projet, il est nécessaire et que, étant initialement plutôt spécialisé sur des phases projet, du coup, on avait tendance à reprendre finalement des habitudes de travail qui fonctionnaient bien aussi sur le run. Et donc, je pense, oui, vraiment, le conseil principal, c'est que tout ce qui s'applique à un projet doit s'appliquer sur le run dans le travel expense. C'est déjà la première clé. Après, comme mentionné, chaque entreprise est différente de par sa culture, de par sa taille, de par ses besoins, ses attentes. Donc, vraiment, c'est quelque chose, on l'adapte à chaque fois de façon personnalisée, en tout cas, et c'est là où on a le meilleur retour, c'est de l'adapter en fait à chaque entreprise. C'est vrai que les éditeurs vont un peu plus chercher à industrialiser, ce qui peut se comprendre aussi vu la taille de certains de leurs clients, mais c'est quelque chose qui peut être aussi personnalisé, comme le mentionne Amélie, en termes de projet et de suivi. Sur la partie travel, c'est peut-être encore plus différent, non, de comment tu vas le voir évoluer sur le... Alors, on le voit même sur d'autres éléments même que le support, on voit de plus en plus d'externalisation. C'est coûteux en fait, c'est coûteux déjà sur la partie achat de maintenir de la compétence. Donc il y a une partie qui s'externalise de plus en plus, mais en tout cas, s'il y a une expertise à garder, elle est plutôt, l'entreprise fait plutôt le choix de la garder sur la partie achat et négociation de contrat. Et comme le travel management et la partie support est plutôt vu comme un coût, c'est vrai que c'est plus naturel en fait d'en externaliser une partie. Ce qu'on voit idéalement, c'est qu'il y a une vraie complémentarité qui peut se faire entre pérenniser quand même un minimum en interne
pour pas être trop dépendant et s'appuyer sur voilà, la force de l'externe pour absorber le changement perpétuel et maintenir l'expertise. Je ne crois pas qu'il y ait eu de questions particulières, mais si vous avez des questions après le webinaire, n'hésitez pas. On est disponible évidemment pour y répondre. On espère que ça a pu répondre à la majorité de vos interrogations et puis que ça a permis de pouvoir voilà, vous éclairer sur vos futurs projets et organisations. Et surtout après-projet. Ouais. Et surtout l'après-projet, même s'il faut l'anticiper. Voilà, donc on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires. Et puis voilà, n'hésitez pas pour des questions complémentaires, si ça devait être le cas après, en vous souhaitant une excellente journée. Merci. Merci.